Et maintenant, profitant de cette ambiance, nous allons faire un accueil à notre invité témoin de ce jour. Dès la classe de CM2 déjà, aussi jeune, il a basculé dans la voyousie et une foule de vices avant d'être touché par la grâce et radicalement changé. Il vient nous apporter son témoignage. Merci à tous ce midi de faire un grand accueil à Vincent Paul Marie. Merci beaucoup à tous et à toutes. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît, c'est très sympa à vous. Bonjour monsieur Vincent Paul Marie. Bonjour monsieur. Vous avez une histoire extraordinaire et surtout un passé qui fait peur parce qu'à l'époque vous représentiez toute une terreur dans le quartier d'Adjamé Bracody. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle l'ancienne vie ou bien l'ancienne vie bien sûr, puisque je l'ancienne parle de cette vie, époque de terreur. Comme je vous avais dit, j'ai commencé au CM2, j'ai commencé à entrer dans le jeu de poker. Et en 6e, comme j'étais très timide, je ne parlais pas devant les autres. Et il y a un ami qui m'a dit, si tu prends 2 comprimés, tu vas sortir de la timidité. Et j'ai été piégé, j'ai pris ces 2 comprimés, effectivement, je suis sorti de la timidité. Mais je ne me suis pas limité à ces 2 comprimés et je vais commencer à augmenter puisque quand je prends les 2 comprimés, je sors de la timidité. À un moment donné, les 2 comprimés ne suffisent plus. Je vais commencer à augmenter, prendre 4 comprimés, 6 comprimés, etc. Jusqu'à, je prenais au minimum 40 le minimum en 6e pour aller à l'école. 40 comprimés 40 comprimés. À quelle fréquence s'il vous plaît? Par jour? Sur place. C'est-à-dire que je mélange avec du Koudougou. Et avec du Nescafé, sur place, je prenais. Attends, je tiens à préciser que vous étiez en 6e, en classe de 6e. Oui. Ok. Et c'était quel genre de comprimé? Parce qu'il y a des enfants qui nous suivent en ce moment. Bon, je ne vais pas dire peut-être le nom pour ne pas que les enfants puissent aller. C'était des drogues? Oui, c'est une comprimé qui te drogue. Quand tu prends, normalement, tu dois dormir. Quand tu ne dors pas, ça fonctionne comme une drogue. Et j'imagine que ces substances vous ont complètement détraqué. Vous avez donc commencé à mener une vie dissolue. C'est ça. Violente, brutale. Oui. Et parlez-nous-en. Donc, après ce comprimé, comme je suis déjà né de nœud en forme, donc j'ai commencé à faire de la musculature. Et j'ai commencé à déchirer mes pantalons en bad boy, mes t-shirts DPS en bad boy. Et en 5e, j'ai commencé à prendre des médicaments pour faire par là. Puisque au quartier, et dans Adjamé, je voyais des grands frères du quartier, des loubards, dans les anciens loubards du quartier, qui frappaient les gens, qui prenaient des médicaments. Donc, j'ai admiré ça. J'ai pris comme des modèles. Vous étiez fasciné par de mauvais exemples. Voilà, par de mauvais exemples. Voilà. Et déjà, donc, mauvaise compagnie parce que c'est un ami. Un ami qui m'a conseillé. Qui m'a conseillé. Oui, oui. Très mauvais conseil d'ailleurs. Oui, très mauvais conseil. Pour ceux qui nous regardent, c'est à éviter. On n'a pas besoin de comprimer pour sortir de la timidité. De la timidité. La preuve aujourd'hui, je suis là et puis je parle. Oui, sans avant, si on me mettait devant 10 personnes pour parler, je ne pouvais pas. Il fallait que je parte prendre des comprimés ou bien boire. Mais aujourd'hui, je m'arrête devant des milliers de personnes, je peux parler sans problème, sans comprimer, avec la grâce de Dieu. Et vous êtes allé plus loin que ça, vous avez fréquenté des prostituées? Oui, moi je vivais au milieu même. J'avais plusieurs copines prostituées. Je dormais chez les prostituées puisque je surveillais certains maquis. Quand ils quittent les maquis, je viens dormir chez les prostituées. J'avais beaucoup de copines prostituées. Mon Dieu. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous fascinait chez les loubards? Qu'est-ce que vous aimiez en fait dans ce mode de vie? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est le fait que les gens aient peur lorsqu'ils vous voient? Qu'est-ce qui vous fascinait exactement dans ce qui me fascinait, c'était d'abord la force. C'est-à-dire que le fait qu'ils étaient en forme, qu'ils étaient musclés, j'admirais la musculature, le fait qu'ils étaient musclés. Et puis le fait aussi qu'ils régnaient. C'est-à-dire que quand tu fais par là, tu frappes tout le monde, on parle de toi, c'est-à-dire partout tu parles, tu règnes et puis on te respecte. Okay. Donc cette soif de respect, de pouvoir aussi, c'est ça, pour s'imposer auprès des autres. Est-ce que vous viviez en famille durant cette période? Oui, j'ai vécu en famille. Quel était le rapport avec les autres, avec la famille, les frères et les sœurs? Vous les bastonniez aussi, vos frères? Bon, à ma connaissance, je n'ai jamais bastonné un frère, mais je ramassais tout dans la maison pour vendre. La preuve, à ma conversion, l'un de mes grands frères m'a dit, mais tu vas rembourser tous mes livres de comptabilité. Mais là, vous n'étiez pas loupard, vous étiez voleur.
Oui, bon, au niveau de la... Ouais, parce qu'un Louba, c'est pas forcément... lui, il prend un coup. Voilà. Ouais, mais c'est bien que Philo ait posé cette question parce que ça nous ramène à l'importance de la définition du terme loupard. Tout à fait. On aurait pu commencer par là, mais bon, j'imagine que, évidemment, vous savez que le loupard, c'est le jeune voyou d'après le dictionnaire universel. Ou bien vous avez une autre définition du terme loupard? Une autre définition. Généralement, les loubards, c'est ceux qui font la musculature, qui deviennent gros bras, comme on dit, ou bien musclés, ou bien ceux qui pratiquent les arts martiaux, la boxe. Et puis maintenant, ils surveillent soit des maquis, des boîtes de nuit, qui surveillent des personnes. Ça, c'est la définition puis, vulgaire. Ça, voilà, ça, c'est la définition. Et puis maintenant, parmi eux, il y a des gens qui deviennent voyous, c'est-à-dire qui frappent les gens. Sinon, moi, mais parmi mes amis loubards qui étaient gros bras, ils n'étaient pas comme moi. Ils ne prenaient pas la drogue, frapper les gens dans la rue, ils ne faisaient pas. Mais c'était des loubards parce qu'ils étaient musclés et qui surveillaient des gens. Vous étiez le loupard. Bah, un peu, la preuve, mes amis loubards me fuyaient. C'est après qu'ils m'ont dit ça. Mais ils disent qu'ils me fuyaient parce que quand tu es avec moi, tu dois toujours te bagarrer. Parce que tu dois toujours s'aimer la terreur. Et vous avez vécu cette vie-là pendant 10 ans. Oui. Il semble que dans la rue même, vous ne permettiez à personne de croiser votre chemin. Si quelqu'un croisait votre chemin, qu'il soit passant, innocent ou pas, vous lui envoyez des coups. C'est ça. Quand je prenais la rue de Bracoli, quand j'étais ivre sous l'effet des drogues ou même l'effet de l'alcool, ça veut dire que tout le monde devait quitter mon chemin. Si tu viens sur mon chemin, je te tape. Même les taxis doivent s'arrêter puis je vais passer. Je vous donne un exemple. Il y a l'un de mes fils qui est quitté à la Riviera. Il devait venir à Djamé, à notre maison communautaire, à notre centre. Et quand il a dit au taxi, il va au Bracoli, le taximètre ne voulait pas aller. Il dit, mais pourquoi tu vas dans ce quartier de voyous là? Mais le taximètre a accepté quand même de venir à Djamé. Et sur la route, ils étaient en train d'échanger. Et mon fils va lui dire que il va commencer à dire, il lui demande, mais pourquoi tu ne vas pas au Bracoli? Pourquoi depuis là tu vas? Il dit, ça fait 10 ans, le taximètre dit, ça fait 10 ans, je n'ai plus mis pied au Bracoli. Et mon fils va lui demander, pourquoi tu n'as pas mis pied au Bracoli? Il dit, il y a un loupard, il a commencé à décrire comment il est dangereux. Parce que vous aviez des surnoms. Oui, j'avais des surnoms, Al Pacino, Scarface, Tony Montana, Rambo, tout ça. La panoplie de bandits, quoi. On lui seul, il y a plus de 5 acteurs. Oui, c'est la panoplie même des grands chefs de gang. Chaque nom avait sa définition. Ouais. Vous savez, quand on m'appelait Al Pacino, c'est par rapport à la drogue. On m'appelait par exemple Rambo, c'est par rapport à aller frapper les gens, se venger. On m'appelait par exemple par rapport à boire la boisson Koudougou. On m'appelait lutteur, ça c'est par rapport au jeu des cartes. Rambo. Donc Rambo, j'ai dit, c'est pour aller défendre. C'est-à-dire que quand je peux, si on te frappe, je peux aller te défendre ou bien frapper les gens dans la rue. C'est pourquoi on m'appelait Rambo. Kofi Olomide n'a rien fait. Hein. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'arracher la vie à quelqu'un? Non. Est-ce que vous avez tué pendant cette jamais période? tué. Est-ce que vous... Enfin, Jamais. Comment? Jamais. jamais. Faites Jamais. votre mea culpa, c'est l'occasion. D'accord. Alors, étant donné que vous avez aligné beaucoup de bourdes, de gaffes, de méchanceté aussi, parce que je pense que vous rançonniez même les prostituées. Oui, c'est-à-dire quand je vais chez les prostituées, d'abord, je tendais ma main, puisque je devais aller jouer au poker, je tendais ma main, toutes les prostituées donnent l'argent. Tu es obligé de donner, tu n'as même pas le choix. Ou bien quand je vais, par moment ici, quand je descends dans le couloir de Bracoli, les prostituées ferment la porte. Ou bien elles se cachent. Parce que je vais rentrer, si tu n'es pas ma copine, je peux rentrer, je sois à toi et puis je ne paye pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson qui dit « John Brie, tu es dans le quartier ». Yeah. Vous connaissez cette chanson? Non, mais quand même. Qui connaît cette chanson? Il y avait une chanson comme ça. Oui, Voilà. Donc vous étiez un peu la terreur du quartier, le John Brie, le grand méchant. On peut dire. Et puis un jour, il y a eu... En ce moment, je ne me suis pas rendu compte. Hein, c'est après ma conversion que quand j'ai commencé à interroger les jeunes du quartier, puisque quand je rendais mon témoin, certains disaient oh, c'est pas vrai ce qu'il dit. Donc c'est pourquoi j'ai fait sortir le livre, j'avais fait sortir un CD. On en viendra, ne vous inquiétez pas, on en oui, viendra. Donc sous l'effet des substances illicites, vous avez fait beaucoup de mal. Et puis il y a eu un jour de trop. Ce jour-là, vous avez agressé un conducteur de taxi, oui, taxi. Ce qui vous a valu la prison. Oui, c'est ça. Vous avez été déféré, vous avez fait 1 an à la MACA, Oui, c'est 21 jours au bâtiment C, qui est le bâtiment des grands criminels. Oui. Et dans cet endroit-là, sur ce site, vous avez fait une expérience qui a tout changé dans votre vie. C'est ça. Nous vous écoutons. Oui, que s'est-il passé en prison? Quand je suis allé au bâtiment C, j'ai vu un jeune qui s'est mis à genoux. Vous vous souvenez de cette année-là? C'était quand? Je suis rentré le 11 décembre 1998 et je suis sorti le 11 décembre 1999. D'accord. Donc 1 an. 1 an, oui. Donc quand j'ai vu ce jeune qui était à genoux, ça m'a marqué. Ça m'a donné l'envie aussi de faire comme lui.
Mais À genoux, c'est-à-dire en prière? il vous était en, voulez dire, il était en posture train de prier, oui, Ok, il était en train de d'accord. prier, il s'est mis à genoux, il était en train de prier. Un jeune voyou comme vous aussi. Oui, Forcément, puisqu'il il était en va prison, il qu'il était voyou aussi. Voilà. Donc, ça m'a donné l'envie de prier, mais je ne vais pas commencer à prier. Mais les prédicateurs qui entraient en prison sont venus dans notre cellule, ils ont dit, quels sont ceux qui veulent sortir aller prier? Pendant les 21 jours, les parents ne sont pas allés me voir, comme il n'y a pas assez de nourriture. Ouais, vous étiez déçus, vous leur faisiez trop honte. Voilà, donc quand je suis sorti effectivement pour aller écouter la parole de Dieu. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin de la prédication, on a eu du pain Godio. Oui, on a eu du pain. Mais attends, c'est-à-dire qu'avant ça, la nourriture de la prison n'était pas très bonne? Oui, on mange une seule fois et puis la nourriture, c'est pas ça. Voilà. Mais donc quand j'ai eu le pain Godio, c'était un trésor pour moi à la fin. La bonne motivation. Ouais, c'était une bonne motivation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous on rentre à la Maca. J'ai dit, moi, j'ai eu du pain Godio, ça m'a aidé à changer. Mais je ne vais plus aller donner du pain Godio aux autres. Donc on donne du pain sucré, du pain ordinaire, beaucoup de choses qu'on donne aux prisonniers. Ok, donc le pain Godio vous motive à Ça m'a- retourner au à la séances de retourner prière. encore à la prière, puisque on vient encore le lendemain, on dit allez à la prière. Je sais qu'à la fin de la prière, il y a un pain Godio. Donc je vais... Donc, je vais écouter la parole de Dieu et c'est un peu comme ça que je vais commencer à me laisser toucher par la parole. Alors pour Et ceux puis qui ne après- savent pas, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pain Pain Godio, Godio, Jessica va nous expliquer. C'est quoi le pain Je sais Godio? pas, c'est du pain qui est resté pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours même, voire Mais qui a plus. surtout très bon goût, il faut préciser. Ah ouais? Ah ouais? Tu as l'habitude de pain Godio? Je sais pas moi, j'en sais rien. Allez, on continue. Il est très Voilà, dur donc, en plus. Il est très, C'est très après dur. ça qu'on m'a envoyé, je suis allé au jugement. Après les 21, je suis allé au jugement, puis on m'a condamné à 1 an. Et c'est là que je suis allé au bâtiment A. Et 4 mois après, même, je suis devenu chef de cellule. Et c'est là que je vais commencer à Chef, fréquenter. attendez. Chef de cellule, ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que dans la cellule, il y a un chef. C'est-à-dire que dans une cellule, Et sur il faut quelle un base chef. vous étiez élu chef de cellule? Bon, il y a un qui est sorti de la prison et il a voulu que je sois chef. Et puis, bon, à cause de ma forme, Votre on avait ossature. voulu même que je sois porte-clés. J'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas faire ce métier. Donc, j'ai accepté d'être chef de cellule pour diriger toute la cellule. Toujours le Bah, on contrôle. Parce qu'on ne peut pas Jusque rentrer. là-bas. Non, je n'ai pas cherché forcément à être chef. Celui qui a un qui devait sortir, celui qui était chef, D'accord. c'est lui qui m'a dit non, il m'a placé comme chef. Ok. Et bon, j'ai accepté. Alors donc, vous avez continué de participer aux prières. Et Oui. comment est venue la transformation, le changement à l'intérieur? Je ne peux pas dire qu'il y a peut-être une prédication qui m'a touché, mais tous les jours, je partais à la chapelle. Puisque en prison, il y a une chapelle où toutes les religions, c'est-à-dire, par exemple, les assemblées de Dieu peuvent avoir un jour, les catholiques ont un jour, les musulmans, c'était le vendredi. Donc, je participais à tous les cultes. Vous étiez Et c'est régulièrement au fur- exposé voilà. à la parole de Dieu, à Voilà, au l'enseignement. fur et à mesure qu'en écoutant la parole de Dieu, que je vais me laisser toucher par cette parole-là. D'accord. Ok, c'est bien compris. Alors, on va prendre quelques réactions sur Facebook. On me signale à l'instant. D'accord, ok. Pas de lecture, mais plutôt des réactions qui défilent. Donc, votre attention, si vous nous regardez à la maison, n'hésitez pas à prendre le sentiment de nos chers internautes sur la question. Et nous allons continuer ici notre entretien avec vous. Une fois touché, qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui vous avez vraiment changé? Ce qui me dit que j'ai changé, c'est que quand je suis sorti de la prison, je n'ai plus touché à la drogue jusqu'à aujourd'hui. Toutes les formes de drogue, que ce soit pétrole, joint, comment on appelle, du liant, puisque j'aspirais du liant, j'aspirais de la colle forte. Et ça fait combien d'années que vous n'avez plus touché aux drogues? Depuis que je suis sorti de la prison, déjà, je n'ai plus touché à la drogue. C'est-à-dire qu'en 90, je suis sorti le 11 décembre 1999. Donc, depuis que je suis sorti, je n'ai plus touché Ouais, à une drogue. on devrait y aller. C'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, Quand je suis sorti, 2001-2002, je ne me suis plus mis ivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, tous les jours, je me mettais ivre. Voilà, à l'école, partout, je me mettais ivre chaque jour. Mais je ne me suis plus mis ivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même, je ne sais pas que boire est mauvais, c'est un excès qui est mauvais, mais je ne touche même plus à l'alcool. vous êtes marié, père de 2 filles et un garçon. Oui, c'est ça. J'espère que vous ne battez pas votre femme. Tout ça, ça fait partie de ma transformation depuis que je me suis fait. J'ai vécu près de... Ouais, regardez cette photo, elle est magnifique. Je voudrais franchement qu'on puisse célébrer
Cette joie de vivre en famille, c'est sent l'expression vraiment de qu'il ce y a un nouveau changement, en bonheur fait. que vous connaissez depuis C'est ça. la transformation, grâce à l'effet des enseignements bibliques. C'est C'est ça. bien ça sur vous en prison. Donc ma femme m'a connu, on était dans le même quartier. Elle, par exemple, elle m'appelait le fou, le zinzin. C'est-à-dire le zinzin, dans le jargon, on dit le fou. Quand je devais sortir de la maison, ma femme s'arrête d'abord quand je passe, avant qu'elle passe. Quand ce n'était pas encore ma femme. Et notre casino de jeux de poker était vers sa maison. À cause de moi, elle ne saluait même pas les jeux de poker. À tel enseigne qu'on disait qu'elle était gonflée, mais c'est après qu'elle a dit que c'est à cause de moi. Parce que comme j'étais imprévisible, tu peux me saluer, même je peux te taper à cause de ça. Oula. Et donc, oui, si tu me salues, je me C'était très rappelle, pathétique, votre situation. je me rappelle, j'ai même poursuivi un Wotrotigi, ceux qui poussent les Wotros. Le pauvre, il faisait que travailler, le pauvre. C'est vrai que, comme Jean-Michel a dit, votre histoire est très pathétique. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une communauté religieuse. Oui, c'est ça. Vous jouez quel rôle? Vous êtes l'homme de Dieu, les fidèles sont là. Je suis modérateur de la Fraternité Mère de la Miséricorde. C'est une communauté religieuse catholique. Et avec, bon, parfois on se demande si les fidèles ont peur de Dieu. Oh, ben c'est de vous, ils ont peur. Parce qu'on se dit souvent, c'est lui Dieu. Bon. Alors, que sont devenus Non, vos mais amis avant que je ne suis pas devenu en même temps fondateur d'une communauté automatiquement. Non, j'ai d'abord parcouru un certain nombre de chemins avant de devenir modérateur. Voilà, donc, tous ces chemins-là, ça a permis aux gens de me faire confiance. La preuve, sur ma paroisse Saint-Charles-Wanga, on m'a choisi comme ministre extraordinaire, quelqu'un qui distribue la communion. Vous avez pris Mais des cours, au début, vous avez pris des cours de théologie et tout ça? oui, j'ai fait 4 ans à l'UKO, j'ai eu mon diplôme de théologie à l'UKO. Ah ouais, donc Et l'ancien diplôme. Loubar. Mais non, c'est... Ce qu'on n'avait peut-être pas mentionné préalablement, c'est qu'à cause de la voyousie, vous avez arrêté vos études en classe de CM2. Non, en classe de 3e. Pardon, Quand de j'ai 3e, mon voilà. Merci beaucoup. Voilà, quand j'ai arrêté les études. Vous Voilà. l'avez quand même D'accord. Oui. Waouh. Mais la première année, je n'ai pas eu à cause de la drogue, parce que j'avais pris la drogue et ça a dépassé la dose jusqu'au jour de l'examen, ce qui a fait que je n'ai pas eu. Alors, vous allez envoyer un message à deux publics cibles. D'abord, les familles qui sont, disons, dépassées par le comportement des enfants ingérables, intraitables. On n'arrive plus à les récupérer, ils sont devenus irrécupérables. Qu'est-ce que vous avez à dire comme principe ou secret à ces familles pour pouvoir gérer, faire face à ces situations-là? Je dis souvent aux parents que je vais prendre 2 attitudes que ma mère a eues, et puis mon père a eu une attitude. Ma mère avait foi. Elle disait que mon enfant, là, c'est ma propre chair, je ne vais pas couper ma chair pour jeter. Elle croyait, elle disait qu'il va changer un jour. Donc, je dis aux parents, souvent je rends mon témoin pas parce que c'était une bonne vie, mais c'est pour motiver les parents, c'est pour encourager les parents, c'est pour leur dire que si moi, j'ai été voyou, j'ai été bandit, j'ai été alcoolique, drogué, et que Dieu m'a transformé, Dieu aussi peut transformer les enfants. Donc, il faut la foi. Il faut la foi. Voilà. Il faut prier pour les enfants. Il faut prier, la foi, la prière, et puis l'amour. Ben, j'ai dit, manifeste de l'amour à ton enfant tel qu'il est, il changera. N'attends pas qu'il change avant de lui manifester l'amour. Parce que souvent, les parents se disent, comme il est voyou, je vais le traiter comme un voyou, je ne vais plus lui donner ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire. Non, le voyou, c'est comme quelqu'un qui est dans le feu. On n'éteint pas le feu avec du feu. On éteint avec le feu avec de l'eau. Ah, j'adore cette image, franchement. Ouais. Super. Donc, les parents Il est doivent... devenu sage, hein, le voyou. Oui, même sur la photo, ça se voit, il y a un Ah, il vrai est changement super. là. Oui, allez-y, Donc, terminez votre les propos. parents doivent manifester de l'amour à leurs enfants. Et la troisième chose, ils doivent prier. Parce que moi, mon père était un homme véritable de prière. Père à son âme. Tous les matins, il priait. Tous les soirs, il priait pour tous ses enfants, même pour ma transformation. Et un jour que je priais, la Vierge va me dire que c'est les prières de ton père que j'ai utilisées pour prier pour toi, pour que mon fils Jésus te transforme. Dieu merci. Dieu merci. Et voilà une preuve de un témoignage de votre changement. Vous avez mis tout ça dans une œuvre, Oui, c'est ça. voilà, qui est intitulée Vincent Paul Marie, un ancien loubard, fondateur d'une communauté religieuse catholique. Sa vie, son témoignage, ses conseils pratiques pour sortir des vices. Alors, chers parents, vous êtes invités, si vous le pouvez, à vous offrir cette œuvre pour accompagner vos enfants. Et puis aussi, on va terminer avec vous un message à l'endroit de tous ces jeunes qui sont en plein dérapage, qui sont en perte de repères. Qu'avez-vous à leur dire?
Je peux leur dire que c'est la voyousie, le banditisme, les vices, tout ça ne mène à rien. J'aime dire souvent aux jeunes qu'il y a 3 grandes conséquences. Quand tu es dans ces choses-là, soit on va te frapper dans la rue, soit tu vas mourir dans la rue, ou soit tu vas aller en prison. Donc, ils doivent se rendre compte que ces choses-là, souvent on ne voit pas le danger maintenant, mais à long terme, il y a toujours un danger. Et comme il y a un danger, chacun doit prendre conscience et changer. Comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Il faut réfléchir et se rendre compte que ce que tu fais là, à long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter? Si ça ne va rien t'apporter, il faut changer. On peut regarder dans le quartier. Tu regardes dans ton quartier, tes catégories qui font la même chose. Est-ce qu'ils réussissent avec ça? C'est-à-dire les jeunes de ton âge ou même les grands frères du quartier qui sont dans les vices, est-ce qu'ils réussissent? On ne peut pas réussir. Il faut changer pour pouvoir réussir. Et il a raison parce que après son changement, ses amis qui étaient voyous avec lui à l'époque ont tous été inspirés par son changement. Il y a deux de vos amis, Loubar, qui sont décédés, et tout le reste ont suivi votre exemple. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils sont épanouis dans leur vie. Alors nous sommes très heureux d'avoir reçu monsieur Vincent Paul, qui a partagé une histoire formidable, une histoire qui a inspiré et changé d'autres personnes, qui continue de changer aussi des vies. C'est la preuve qu'il y a de l'espoir, et merci infiniment. On vous souhaite un bon retour, bonne continuation. Et maintenant, nous allons faire place. En tout cas, on a des surprises pour vous, juste après la pub, de très très belles surprises. Des surprises qui vont arriver par là, là où il sort. Alors, si vous êtes là après la pub, vous serez vraiment épatés. Donc rendez-vous tout à l'heure, juste après cette pause commerciale.